Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com. Ça y est, on est en 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter la bonne année. 2019, j'avais envie de faire une blague. 2019, c'était un peu l'année de la teuf. 2020, je souhaite que ce soit l'année du bien. Je sais que ce jeu de mots est un peu pourri, mais j'avais pas trouvé plus pertinent. Je vous souhaite vraiment que 2020, ce soit l'année où vous arriverez à mener vos projets à bien. Donc je choisis ce mot, même si effectivement c'est assez bateau. J'avais trouvé canadien ou végétarien, mais ça a aucun rapport. Donc voilà. On se retrouve donc pour ce bilan de mon défi une histoire par semaine pendant 4 mois. Vous le savez si vous avez suivi le site, j'ai réussi. Et j'ai même utilisé mon bonus pour la dernière histoire. Donc j'en ai écrit 16 en 17 semaines, puisque celle du bonus, elle avait été faite avant, comme je vous l'avais dit. Et sur les 17 histoires en tout, il y en a 7 dans l'univers médiéval fantastique, 4 romances, 3 histoires dans la science-fiction. Et ensuite, j'ai fait une histoire purement fantastique, c'est celle des anges. J'ai fait une histoire dans la mythologie grecque, qui est proche du médiéval fantastique. Et j'ai fait une histoire vraie. L'histoire vraie, c'est la dernière, Anaël, la marathonienne. Ça fait un total de 80 162 mots exactement, 80 000 mots à peu près en 4 mois, qui fait une moyenne de 4 700 mots écrits par semaine. C'est une moyenne qui est quand même, qui m'a demandé forcément du travail, hein, mais ça je le savais d'entrée de jeu, et d'ailleurs vous n'avez pas manqué de me le poser dans les questions, comment j'ai pu tenir une cadence, je vais y répondre. Mais si on s'amuse à découper par jour, ça fait carrément 650 mots par jour. Alors là par contre 650 mots c'est pas tant que ça. Allez, 3-4 paragraphes quoi, grand max, c'est pas tant que ça. La difficulté, c'est de réussir à être régulier. Malgré ça, j'ai réussi à l'être. Alors, pas à être régulier, hein. J'ai réussi à sortir les histoires en temps, en heure, mais j'ai pas été vraiment régulier. Certaines fois, j'ai dû un peu gratter dans mon temps de sommeil pour réussir les délais, parce que j'avais les contraintes du travail, j'avais un week-end à Bruxelles qui se reconnaîtront ceux qui y étaient avec moi. Il a fallu s'adapter, forcément. Et il m'a même fallu prendre des congés dans mon travail pour réussir à tenir. Mon travail me disait, mais attends, tu prends des congés pour faire un défi lancé sur Internet. Bah oui, j'utilise mes congés pour ça. Et je trouve que c'est un motif tout à fait légitime parce que maintenant j'ai réussi et je suis content. Donc voilà pour le petit défi. Donc sans attendre vos questions. Et le premier, c'est Nathalan. Salut Nathalan. Salut Thibaut. Il est très poli. Salut Thibaut. Ma question est la suivante. Comment fais-tu pour ne pas être hors sujet ? Je m'explique. Lors de tes histoires, par exemple, avec des personnages fantastiques médiévaux, il faut faire attention à ne pas aborder dans tout ce qui pourrait être une autre époque ou un autre style d'écriture. Parce que tu as sûrement envie d'en rajouter et que par erreur tu puisses dévier. Il faut rester hyper attentif. Alors, en gros, comment pas être hors sujet, quoi. Comment pas partir dans de la science-fiction en faisant du médiéval. Quand je fais une histoire, je fais un plan avant de commencer à écrire. Et quand je fais le plan, toutes les scènes doivent être en cohérence avec l'univers du départ. C'est difficile de se tromper à ce moment-là. Maintenant, voilà, comment rester dedans? Est-ce qu'il faut rester hyper attentif? Non, pas tant que ça. Il faut surtout bien faire son plan. Merci pour ta question, Nathalan. Question suivante. Florian, est-ce que tu écris depuis tout petit? Alors, la réponse est oui. Ma première histoire, je l'ai écrite quand j'avais 8 ans. Je me souviens que je l'ai écrite sur l'ordinateur de mon grand frère qui avait un jeu vidéo qui s'appelait Command & Conquer pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu de guerre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est sûr c'est que j'avais écrit une histoire qui présentait pourquoi la guerre était en cours dans le jeu. En gros, de quelle manière ça s'était ficelé. Alors c'était une histoire très courte, hein, ça devait peut-être faire 5 ou 6 phrases grand maximum. Mais voilà, je me souviens que c'est la première histoire que j'ai écrite et je l'avais écrite donc sur son ordinateur, à mon frère. Et malheureusement, ça c'est une histoire qui est perdue aujourd'hui et qui sera certainement jamais retrouvable. Mais ouais, c'est la première histoire que je me souviens avoir écrite. J'avais 8 ans, 1995 donc. Parce que je suis de 87 d'année de naissance. Merci Florian pour ta question. Alors nous avons Mag la Grande. Comment je fais pour me mettre en condition d'écriture? Ah, bonne question. Comment je fais? Eh bien écoutez, vous avez un bon visuel de la situation. Comment je fais? Je fais en sorte qu'il n'y ait rien sur le bureau. Là, par exemple, je me suis amusé à décorer. Certains reconnaîtront les petites pierres de l'histoire numéro 2. Je fais en sorte qu'il n'y ait rien sur le bureau. J'enlève tout ce qui est livre, tout ce qui est pierre, tout ce qui est décoration et tout. Je laisse juste souris clavier d'ailleurs, clavier qui change de couleur, de sorte à ne pas être déconcentré. Je fais ça au maximum. Je fais vraiment en sorte d'être le moins déconcentrable possible. C'est carrément les livres qui servent à cet endroit-là à soutenir mon écran pour qu'il soit à la bonne hauteur. Je les ai volontairement retournés pour ne pas avoir
les titres des livres en visuel pour là encore, ne pas me dire « Ah oui, ce livre-là, j'y ai pensé, machin ». Je veux vraiment que rien ne pollue ma concentration. Donc j'enlève tout. Je travaille dans le silence le plus complet possible et je coupe mon téléphone portable. En tout cas, je le mets en mode silencieux. Et du coup, il y a des appels que je rate, mais c'est pas grave. Ça me permet de rester concentré le plus possible. Sur l'ordinateur, c'est la même chose. Je coupe tout ce qui est distraction, tout ce qui est programme de communication, Facebook, Discord, etc. J'enlève tout. Et je me concentre uniquement sur l'écriture. Je ne fais que ça. Voilà pour ta question, Mag la Grande. J'espère que ça y répond. Myriam, salut Myriam. Comment t'organises-tu pour arranger vie privée, écriture, travail et sommeil? Ah alors ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois c'est le sommeil sur quoi j'ai dû trancher un peu. Des fois c'est le travail sur quoi j'ai dû poser quelques congés pour tenir les délais. Mais comment je m'organise? En fait, alors, quand j'étais en hebdomadaire, je le faisais le dimanche soir. Actuellement, je travaille d'une manière cyclique, donc j'ai mes jours de travail, en l'occurrence mes nuits de travail, parce que je travaille de nuit, mes nuits de travail qui se décalent. Ce qui fait que je ne travaille pas toujours les mêmes jours et je sais d'entrée de jeu comment va s'organiser ma semaine. Je sais par exemple que lundi, mardi, machin, je vais être occupé au travail et je ne pourrai pas du tout travailler sur l'écriture. Et sur les jours suivants, je vais avoir du temps. Et je sais directement qu'est-ce que je mets, sur quoi je vais m'attarder à mon premier jour de repos. Sur mon premier jour de repos, je vais par exemple écrire l'histoire. Je ne vais faire que ça. Sur mon deuxième jour de repos, je vais par exemple m'occuper du site internet et tout. C'est prévu à l'avance. Ça fait que quand je suis au travail, je ne suis pas en train de m'inquiéter de est-ce que je vais tenir les délais. Et quand je suis en train de travailler, je ne fais que ça. Et le premier jour, je ne fais que l'histoire. Et quand l'histoire est finie, je peux vraiment me concentrer sur autre chose une fois que c'est fait. Et je sais que les délais sont respectés si tant est que j'arrive à respecter l'emploi du temps. Ça permet d'être plus efficace. Moi, en tout cas, ça me permet d'être plus productif. C'est quelque chose que je vous recommande de faire. Vous prenez vraiment votre emploi du temps, vous prenez les moments où vous avez du temps libre et vous écrivez qu'est-ce que vous allez faire sur ces temps libres. Et comme ça, dès que vous y arrivez, vous n'êtes pas tenté d'aller regarder la télé ou de faire autre chose ou de faire des trucs pas vraiment productifs. Vous allez vous mettre sur ce qui est prévu. C'est ce que je vous recommande de faire dans l'écriture et dans vos projets de manière générale. Voilà Myriam pour ta question. Jim, alors, Jim me demande quelles ont été les difficultés. Combien de temps ça t'a pris par semaine? Quelles ont été les difficultés? Alors les difficultés, la plus grande difficulté, ça a été de rester régulier. C'est facile de travailler comme un acharné quand on est dans la passion et c'est ma manière de faire. La difficulté que j'ai eue, c'était justement de continuer à travailler quand j'ai été dans des phases où l'énergie me manquait, où vraiment j'étais un peu fatigué, où je me disais ouais bon, est-ce que je vais au bout du défi et tout. Il y a des moments où j'étais un peu désespéré, je le dis, c'est la vérité. La difficulté c'était ça, c'était de tenir malgré l'envie d'abandonner simplement. Combien de temps ça m'a pris par semaine? En moyenne 6 à 8 heures. La toute première histoire, celle du bonus, je l'avais chronométrée et je l'avais écrit en 6 heures plus 2 heures de correction, donc 8 heures. Je n'avais pas calculé dans mes histoires le fait de la mise en page sur le site. J'avais juste écrit sur document texte. Et le fait de mettre en page sur le site, mine de rien, ça me montre d'autres fautes que je ne remarque pas avec les correcteurs, etc. Donc ça me prenait un peu plus de temps encore. Donc 6-8 heures, c'est vraiment une moyenne. J'ai souvent été au-dessus, notamment sur les 3 premières histoires qui sont beaucoup plus longues que les autres. D'ailleurs, je vous recommande, si vous ne les avez pas lues, je vous recommande pas forcément de commencer par les 3 premières, commencer par les autres. Comment t'es-tu organisé pour que ça fonctionne? J'ai fait l'organisation de la semaine, la question d'avant. Nous avons Johan62. Salut Johan62. Salut Thib. Peux-tu parler de comment tu as fait les semaines où tu as eu des manques ou pannes d'inspiration pour passer outre? Alors, très bonne question. Comment gérer les pannes d'inspiration ou les manques d'inspiration? Bien souvent, j'ai eu le sentiment d'en avoir. Et en fait, j'ai remarqué, d'ailleurs j'en parlais autour de moi, je disais oh là là, je suis dans la difficulté, je suis qu'à l'histoire 5 et je dois aller jusqu'à 17, je ne sais pas comment je vais faire. Comment j'arrivais à passer outre? Je me mettais justement en condition d'écriture, je me mettais devant un document texte et je me disais par quoi je commence, quel est le dénouement de l'histoire, quelle est l'idée que je veux aborder. Et une fois que j'avais le dénouement,
que j'avais la fin de l'histoire, tout se faisait facilement. Dès que j'ai la fin de l'histoire, vraiment tout se construit autour de ça et ça explique comment on y arrive. Comment on arrive à ce dénouement-là. Alors après, comment trouver les idées qui vont dans ce sens-là? En fait, c'est pas si difficile. Des idées, elles peuvent être toutes simples. Ça peut être une simple phrase qui est le dénouement de votre histoire. Ça demande un peu d'imagination, mais franchement, je dis pas ça pour dire que c'est extraordinaire. Vraiment, il y a des idées qui sont proposées dans des conversations qui pourraient tout à fait faire des sujets d'histoire super intéressantes. Donc voilà, c'est de cette manière-là que j'arrivais à déclencher l'inspiration. Elisabeth. Ah, salut Elisabeth. Elisabeth me dit « J'ai lu toutes tes histoires avec un grand intérêt et mes commentaires ont témoigné de mes différents ressentis. » Ça, c'est vrai. Mais je m'interroge, quelle est la raison profonde pour laquelle tu t'es lancé un tel défi, mobilisateur d'énergie, d'imagination et certainement générateur d'inquiétude, tant par le fait qu'il fallait respecter l'échéance hebdomadaire, mais aussi par la peur peut-être de la page blanche. Alors, pourquoi je me suis lancé un défi aussi difficile? Déjà par nature, j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges, j'aime bien la difficulté. Moi, ce qui me fait abandonner quelque chose, c'est quand c'est trop facile. C'est notamment le cas sur les jeux vidéo. Quand un jeu vidéo est trop facile, ça a vraiment tendance à perdre l'intérêt. Au contraire, plus c'est dur, plus j'aime ça. Et là, la difficulté du défi, effectivement, j'ai été un peu la chercher, quoi. Pourquoi je me suis lancé ça? La vraie raison, le but profond de ça, c'est de progresser. J'ai fait ça vraiment dans un but de progresser. Pour moi, Alors, j'ai un roman à mon actif, certes, ça fait pas de moi un grand écrivain. Ça fait de moi un écrivain apprenti. Et en tant qu'apprenti, j'ai beaucoup à apprendre. Pour moi, comme le dit Charlie Chaplin, on ne sera jamais autre chose que des amateurs. On vit jamais assez longtemps pour être quoi que ce soit d'autre qu'un amateur. Donc pour moi, je suis amateur et je dois me conduire comme ça, avec une volonté de progresser, une volonté d'apprendre. Et je pense que c'est ça qui me permettra de faire des œuvres qui seront meilleures et qui pourront peut-être me permettre d'en vivre. Mais même si jamais j'arrive à vivre de mon art, de mon écriture, pour moi je resterai un amateur. Il faut jamais se dire que c'est acquis, qu'on est des maîtres en la matière. Voilà. Donc, pour te répondre, Elisabeth, c'est pour progresser. Mais effectivement, c'était générateur d'inquiétude et d'échéance, machin. Ouais, c'est vrai que c'était un peu du stress, je dois bien l'avouer. J'ai donc une autre question. Tes récits sont porteurs de vérité juste et morale. Alors morale, j'aime pas le mot morale parce que je trouve que c'est une connotation négative. Ça donne un peu leçon de morale, un peu j'enseigne quelque chose. Pour moi, j'enseigne rien à personne. J'ai pas la prétention d'avoir le niveau ni l'autorité nécessaire pour enseigner à qui que ce soit. Pour moi, je suis pas légitime pour ça. Donc oui, je propose des idées, oui, je propose des manières un peu de réfléchir à certains aspects. L'idée, c'est de pousser à réfléchir. Je propose des choses, mais voilà, encore une fois, ce n'est que proposer. C'est absolument pas... déjà, c'est pas toujours mon opinion. L'opinion de mes personnages, ce n'est pas toujours mon opinion personnelle. Et puis voilà, encore une fois, je suis pas légitime pour donner des leçons de morale. Même si, certaines fois, oui, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une morale qui amène à réfléchir et peut-être qui amène à se poser des questions sur sa propre vie. Si ça vous a fait cet effet, je suis très content, c'est très bien. Et donc, dernière question, ces défis ont-ils vocation à continuer ton projet de te consacrer pleinement à l'écriture? Si oui, es-tu désormais rassuré sur ton potentiel et ton aptitude à changer de cap? Alors, je suis déjà consacré exclusivement à l'écriture. Je ne pratique pas d'autres domaines artistiques, je faisais du piano, j'en fais plus. Je suis pleinement investi sur l'écriture, c'est le seul domaine sur lequel j'essaye de progresser à fond. Est-ce que ce défi m'a rassuré sur mon potentiel à l'écriture? Non, on va dire que j'essaie d'avoir une confiance en moi qui est juste là-dessus. Je pense avoir certes quelques compétences quand même. Je ne veux pas faire de fausse modestie. J'ai réussi le défi, j'ai déjà un roman à mon actif.
même si je reste dans une optique de continuer d'apprendre, je suis quand même assez confiant dans ma capacité à écrire, effectivement. Est-ce que ce défi m'a fait un déclic sur ma capacité à écrire? Non. J'ai juste constaté que j'y arrivais, je suis très content, mais j'étais déjà suffisamment confiant en moi avant. Déjà, pour me lancer ce défi, c'est que je me sentais déjà prêt à le faire, quoi. Donc voilà pour les questions d'Elisabeth. Je précise que Elisabeth, c'est donc quelqu'un qui fait de la correction d'orthographe. Si jamais vous avez besoin d'un correcteur, contactez-la. Elle se fera un plaisir de vous corriger votre récit si jamais il y a des fautes, hein, à moins que vous n'en ayez pas besoin, dans ce cas très bien. Et c'est aussi quelqu'un qui va vous proposer certaines tournures de phrases dans des cas où ça manque un peu de sens, où c'est pas très précis, il y a peut-être des tournures un peu lourdes. Moi je pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui repasse derrière nous dans notre écriture pour affiner. Moi en tout cas, c'est ce qu'elle a fait dans mon roman et ça a vraiment fait beaucoup de bien. Voilà. En plus, Elisabeth, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très compétent, donc elle se fera un plaisir de vous aider. Je vous mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo. Donc, question suivante. Delphine, comment fais-tu pour trouver le temps, malgré ton travail de nuit et les inspirations pour toutes ces histoires? Désolé Delphine, j'ai déjà répondu à la question. Merci pour ta question, mais trouver le temps, c'est dans l'organisation et les inspirations, c'est le fait de se mettre en situation d'écriture. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Merci pour ta question quand même, Delphine. Jonathan. Salut Jonathan. Y a-t-il une histoire que tu as écrite que tu comptes continuer? Ou que tu as plus retenu que les autres? Si oui, laquelle et pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a une histoire que je compte continuer? Non. Les histoires que j'ai faites ont toutes leur scénario terminé. Continuer une histoire finie, c'est de toute façon mauvais. Soit vous racontez l'après-victoire et ça n'a pas de sens, soit vous créez un autre enjeu en reprenant le même univers et les mêmes personnages. Et pour moi, ça n'a pas de sens non plus. Parce que quitte à créer quelque chose de nouveau, autant tout recréer. Pour moi, c'est de la paresse que de reprendre un truc déjà existant pour faire un scénario vaguement intéressant. Pour moi, c'est le flop garanti. Je sais que ça existe beaucoup. Dès qu'il y a un film qui marche bien, on va en proposer un deuxième et tout. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de proposer des choses vraiment entières à chaque fois. Et la fin, c'est la fin. Est-ce qu'il y en a une que j'ai retenue plus que les autres? Oui, Anaël, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé écrire. J'ai beaucoup aimé Aldric le fermier aussi. Il y a vraiment encore une fois, une morale, une idée, en tout cas dans l'histoire qui est intéressante. Donc Arcus le demi-elfe aussi. Enfin, elles ont toutes les histoires que j'ai écrites. Si jamais je les ai écrites, c'est vraiment qu'il y avait une idée qui me touchait à chaque fois. Les 17 m'ont touché. Hein. Les 17 histoires m'ont fait quelque chose. Si jamais j'avais pas ça, j'arrêtais, je me lançais dans autre chose, quoi. J'avais pas envie de vous proposer des histoires médiocres. Donc elles m'ont toutes un peu, enfin plus ou moins, mais elles m'ont toutes touché. Certaines avec plus d'impact, c'est sûr, mais voilà. Adeline, mon épouse. Adeline, qui me demande quel a été le plus dur pour toi pour réaliser ce défi. Sans le moindre doute, le plus dur, c'était de lutter contre le désespoir et continuer les efforts et maintenir la discipline d'écrire tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai envie ou pas, que j'ai des idées ou pas, écrire quand même, continuer d'avancer. Le plus dur, c'était ça. C'était de tenir malgré les phases de désespoir. Et il y en a eu. Fort heureusement, mon épouse était là pour me soutenir aussi. Et d'ailleurs, elle m'a même emmené en week-end pour fêter la réussite de ce défi. Donc, merci à Adeline. Merci pour ta question. Anne qui me dit « Bonjour Thibaut, la première qui me vient c'est « Quel est le chemin à parcourir pour transformer ce défi en recueil de nouvelles? Combien de temps par semaine te prend la tenue d'un tel défi ?» Alors, combien de temps par semaine? J'ai déjà dit 6 à 8 heures pour écrire une histoire. Quel est le chemin à parcourir pour arriver à transformer ce défi en un recueil de nouvelles? Il s'agit simplement de tenir le rythme. Je ne sais pas si ça ne veut pas dire comment le transformer en recueil de nouvelles en format papier, vraiment en faire un roman. Auquel cas, il s'agit de le proposer à une maison d'édition. Jusque-là, je ne l'ai pas fait, mais si il y a un éditeur qui regarde cette vidéo et qui est intéressé, moi je suis super chaud, il n'y a pas de problème. Mais voilà.
Anne, je précise que c'est une personne qui m'a offert ce livre, Albert Camus, Les Justes, parce qu'elle compare mon livre à celui-ci. En fait, elle a fait un commentaire sur la Fnac, qui est ici. Elle me dit « J'ai dévoré ce livre », le mien en l'occurrence. J'ai commencé le livre hier après-midi, je l'ai fini à 18 h aujourd'hui. J'avais envie de reprendre le livre, de connaître la suite. Et depuis que je l'ai fini, il me revient fréquemment en tête. Il y a très peu de livres que j'ai lus aussi vite. Celui-ci et Les Justes de Camus. La comparaison est belle, oui, merci. Même si les livres n'ont rien à voir. J'ai été surprise par la capacité de l'écrivain qui est un homme à décrire les sentiments et bouleversements que rencontre une fille dans une passion amoureuse. C'est pour ça que j'ai été très touché par la finesse et l'exactitude des sentiments et doutes que l'on traverse dans une passion. J'ai aussi aimé ce portrait de 3 femmes très différentes que l'écrivain dresse et leurs évolutions. J'ai aussi aimé la fin du livre, mais je ne peux pas en dire plus sans dévoiler. Merci pour ce beau moment de lecture. Alors oui, là, évidemment, moi ça me touche quand je vois un commentaire comme ça, je suis super flatté et je le prends entièrement. Maintenant, j'émets toujours des réserves. En fait, je doute absolument pas de la sincérité du message. Je me dis toujours que la personne qui me connaît personnellement est forcément un petit peu influencée du fait que peut-être qu'elle m'aime bien, peut-être qu'elle m'aime bien, qu'elle veut me faire plaisir, elle va peut-être donner peut-être un peu plus exagérer le commentaire ou quoi. Donc effectivement, je pense que le livre a plu, mais j'ai toujours cette crainte. Enfin, c'est pas vraiment une crainte, c'est j'ai toujours le recul qui me dit attention, faut pas s'enflammer. Elle me dit peut-être ça pour me faire plaisir d'une certaine manière quand même. Ou alors il y a au moins une partie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a du coup offert Les Justes de Albert Camus, que j'ai lu. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Merci Anne pour ce commentaire sur la Fnac. Il y a plein de gens qui vont sur le site de la Fnac, donc je me dis qu'il y a plein de gens qui vont le voir, ça me fait très plaisir. C'est très bien, merci à toi. Martin que j'ai rencontré à Bruxelles. Salut Martin. Qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu autant de vie en si peu de temps? Alors, autant de vie. J'ai discuté avec Martin et je lui avais expliqué que quand j'écris une histoire, c'est vrai que je la vis, je vis l'histoire du personnage, je vis ses émotions, je suis vraiment à fond dedans et je me plonge vraiment dans l'univers. Qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu ça? C'est extraordinaire, ça donne beaucoup d'émotions, de bonnes émotions. Encore une fois, c'est pas de la sensiblerie, c'est pas de l'émotion d'être triste ou quoi. Non, c'est vraiment de ressentir la fierté quand un personnage réussit, de ressentir les phases de désespoir, la lutte, la persévérance, tout ça. Ça évade en fait, ça permet de sortir de sa vie pour aller dans des mondes un peu imaginaires quoi. Ça m'a fait cet effet-là. Alors, est-ce que tu as ressenti quelque chose dans ta créativité? Oui. La réponse est oui, dans ma créativité et dans mon écriture. Quand je reviens sur les histoires que j'ai écrites au début, en l'occurrence celle d'Araken Benwick, ça m'a fait ça. Je reviens sur ces histoires parce que je les relis en format audio, ce qui fait que ça vous permettra à vous de les avoir et de pouvoir les écouter plutôt que de les lire. Si jamais vous voulez les écouter en faisant une autre tâche qui ne vous demande pas trop de concentration, comme du ménage ou la cuisine, vous pouvez écouter mes histoires. Du coup, en relisant mes histoires, je constate que oui, mon niveau d'écriture a augmenté et mes idées ont augmenté. Quand je relis l'histoire d'Araken Benwick, je me dis ouf, il y a quand même beaucoup de fautes, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas indispensables. Je me dis ça, seulement 4 mois après, je me dis voilà, ça m'a permis de progresser. J'ai senti quelque chose dans ma créativité, ça c'est clair. Est-ce que ça ne t'a pas dégoûté d'écrire autant d'histoires avec cette pression de temps et de résultats? Non, pas du tout. Ça m'a pas du tout dégoûté, au contraire, j'ai même eu envie à un moment donné, au début du défi, quand j'étais en phase d'excitation intense, j'ai eu envie de le prolonger à 1 an. J'ai voulu faire 52 histoires en 52 semaines, mais je suis resté à ce qui était prévu. Et j'ai bien fait parce que 4 mois déjà, je suis fatigué. C'était vraiment pas de la tarte. Mais voilà, j'ai quand même réussi et je suis très content. Ça m'a pas dégoûté, non, pas du tout. Merci Martin pour cette question, pour ces questions. Élise, rencontrée aussi à Bruxelles. Décidément, Bruxelles, c'était super cool. Comment as-tu fait pour tenir un tel rythme? Pour moi, ça tient du miracle. Non, ça relève pas du miracle. Comment j'ai fait pour tenir un tel rythme? Je l'ai expliqué, il s'agit juste de se discipliner, de faire tous les jours un petit peu. Pour information, 6 à 8 heures par semaine, c'est 1 heure par jour.
finalement, c'est pas si fou que ça. Alors je sais que certains d'entre vous ont moins d'une heure par jour pour eux, entre le travail, la famille, les enfants, les activités et tout. Je sais que c'est pas toujours possible. Moi, j'ai cette chance, j'ai suffisamment de temps pour investir dans ces histoires. Mais si vous arrivez à vous consacrer 1 heure par jour à l'écriture, vous pouvez réaliser aussi bien, sinon peut-être même meilleur. Donc voilà pour ta question, Élise. La réponse est non, ça ne relève pas du miracle. C'est simplement de la discipline. Antoinette qui me dit « As-tu réussi ? As-tu réussi ton défi ?» Je vois qu'Antoinette aime bien faire des bonnes blagues. Je la connais personnellement, hein. C'est quelqu'un qui aime faire des bonnes blagues. Et je vois que dans ces questions, c'est un peu pareil. Donc oui, j'ai réussi pour te répondre. Je ne vois pas trop quoi dire d'autre. Merci pour ta question. Antoinette ne va pas beaucoup sur le site, hein. Sinon elle l'aurait su que j'avais réussi. Sébastien dit « Sébounet ». Sébounet me demande « Quelle est ton histoire préférée et pourquoi ?» Alors c'est difficile à dire, j'ai pas vraiment d'histoire préférée. Si je dois reprendre l'histoire préférée dans l'univers médiéval fantastique, j'ai envie de dire que c'est celle d'Arcus le demi-elfe. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est l'histoire la plus émouvante. C'est l'histoire qui a un message dans laquelle je cherche à faire passer un message, entre guillemets, une morale qui est pour moi très vraie, très réelle et très encourageante. Si je dois prendre toutes les histoires confondues, ce serait peut-être plutôt Anaëlle la marathonienne, qui a elle aussi une morale qui est très forte et qui est en même temps très vraie. Donc, pour ces raisons-là, je dirais Arcus le demi-elfe ou Anaëlle la marathonienne. Voilà, on a terminé les questions et j'aimerais vous donner mes impressions sur ce défi. Est-ce que ça a été facile? Non. La réponse est non. Est-ce que j'ai eu des phases de doute? Oui. Plein. Des phases de désespoir? Oui, aussi. J'ai eu des phases de désespoir intenses, notamment sur les histoires de science-fiction. J'étais vraiment dans la difficulté. J'étais vraiment dans le mal. J'avais l'impression de proposer quelque chose qui était médiocre. J'ai eu des étapes vraiment de désespoir intense. Mais est-ce que j'ai abandonné? Non. J'ai tenu. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Les phases de désespoir, les phases de doute, c'est des étapes inévitables dans tout projet. C'est des étapes inévitables dans la progression d'un domaine. Si vous progressez dans un domaine, vous passerez forcément par ces phases-là. Et j'ai pas fait exception, c'est normal. Ce qui est sûr, c'est que j'ai continué. Et c'est vraiment là-dessus que je tiens à... Je vais essayer de conclure cette vidéo là-dessus. C'est pas parce que vous êtes parce que vous n'avez plus le moral qu'il faut abandonner. Il faut persévérer. J'ai sorti cette BD pour ça. Cette BD, c'est Les Nains de Olivier Jarry, qui parle, donc c'est de l'univers médiéval fantastique avec notamment les civilisations naines. Et il y a un dicton, il y a un proverbe dans ces histoires qui dit que il y a pire qu'abandonner. Le plus triste, c'est d'abandonner juste avant de réussir. Le proverbe qui est donné dans cette histoire, c'est « Il est bien possible que celui qui abandonne le fasse quelques secondes avant que se produise le miracle. » Donc, il faut savoir persévérer malgré le désespoir. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est non seulement poursuivez votre projet, mais poursuivez-le même si vous êtes dans la difficulté. C'est pas parce que vous êtes dans la difficulté qu'il faut abandonner. Au contraire, c'est là où il faut s'accrocher le plus. Encore une fois, tout ça, ce défi, il n'a pas été fait dans le but de proposer... Enfin, il n'a pas été fait dans le but de me mettre en avant et de dire « Regardez-moi, j'écris plein de trucs ». Non, c'est juste... C'est plutôt dans l'idée de regarder cette technique, elle marche. Le but de ce site, Vaincre la page blanche, c'est donner des conseils d'écriture et vous encourager à devenir écrivain, à écrire vos histoires avec votre idée et devenir vous-même écrivain. Le site est conçu pour ça, c'est pour vous... Voilà, pour transmettre les méthodes, mais pour transmettre aussi l'état d'esprit à avoir, le bon, ce qu'on appelle le mindset en anglais, le fait de se mettre dans de bonnes conditions pour avancer. J'aimerais vraiment terminer là-dessus cette vidéo. Je voulais souhaiter, début de vidéo,
une bonne année, eh ben, je vais vous le redire. Je vous souhaite une bonne année 2020 et je vous souhaite qu'elle vous permette de poursuivre vos projets et de les réussir, malgré la difficulté qui est de toute façon inévitable. Je vous souhaite une très bonne année, que ce soit l'année du bien pour vous.